19h-20h, Europe 1 Soir. Il est 19h32 sur Europe 1. Le projet de loi sur la fin de vie était donc présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, mais aussi la stratégie décennale des soins d'accompagnement qui doit renforcer l'accès aux soins palliatifs dans notre pays. Nous sommes avec Emmanuel Hirsch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés dans ce studio. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay et vous signez aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Accompagner une personne, ce ne sera jamais abréger sa vie ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? D'abord, quand je m'exprime avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire pas d'un point de vue théoricien et pas d'un point de vue professoral. Chacun a sa culture, chacun a son approche et chacun a son expérience. Et ça serait très indécent que je sois normatif. On est dans un processus législatif qui a été engagé et je pense que tous les points de vue doivent s'exprimer. Et j'ai dit, on va vers une légalisation, en tous les cas une dépénalisation à la fois du suicide assisté et de l'euthanasie. C'est quelque chose que la société apparemment souhaite et que les politiques ont considéré comme une urgence en termes de réforme d'une législation pour sa 5e fois. C'est pas la première fois qu'on parle de la question de la fin de vie. Et je considère que, en termes d'éthique médicale, on peut s'interroger sur la distinction qu'il y a à accompagner la personne jusqu'au terme de son existence, dans la relation, dans sa vie, dans sa qualité de vie, ce que font les soins palliatifs, et puis à un moment donné décider de la fin de son existence en abrégeant son existence par un acte létal. Et je pense que je comprends les médecins qui considèrent que leur engagement vis-à-vis d'une personne en souffrance est d'aller jusqu'au terme de cet acte qu'ils considèrent comme un acte de soin. Pour moi, le soin, c'est plutôt du côté de la vie que du côté de la mort. Donc voilà, la nuance que je pose, c'est de dire on va évoluer avec un texte de loi qui est ambivalent et ambigu dans son intitulé, puisqu'on parle d'accompagner le malade et la fin de vie. Parce que ça n'est pas compatible pour vous. Pour moi, il faut qu'il y ait effectivement, et c'est ce qui va se poser, à mon avis, dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura cette législation, il y a l'option soins palliatifs. C'est des personnes qui veulent vivre leur vie jusqu'à son terme, avec autour d'elles une famille, un environnement social, avec des professionnels qui limitent tout ce qui est douleur, souffrance, bref, qui accompagnent la personne dignement pour qu'elle réalise sa vie comme un achèvement. Puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres options. Ils disent, je ne veux pas aller plus loin, pour différentes raisons. Dans la loi, c'est plutôt des personnes effectivement qui sont atteintes d'une maladie incurable ou d'une souffrance qu'on n'arrive pas véritablement à contrôler. La vraie question, c'est qu'ils sollicitent un médecin, un acte médical pour les aider à terminer leur existence, ce qui est un peu différent lorsqu'on se suicide. C'est un acte dramatique, mais un acte personnel et autonome. Donc vous voyez, moi je me suis permis dans cette tribune de dire qu'on voit qu'il y a une évolution et qu'il faudrait ne pas demain qu'on confonde le soin de la vie avec l'acte létal. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça risque aussi de créer une confusion dans la perception que certaines personnes auront lorsqu'elles seront atteintes d'une maladie et que le médecin dira on ne peut pas aller plus loin, et le sentiment aussi quelquefois d'une discrimination. Donc je pense qu'il faut être attentif en termes de démocratie à cet aspect des choses. Et puis quelque chose qui m'a frappé ce matin sur Public Sénat, le président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy, qui est le co-auteur de ce projet de loi, a dit il y aura probablement une autre loi. C'est-à-dire, il y a sa 5e loi, celle qu'on engage aujourd'hui, on aura une loi et le Parlement va se prononcer à ce sujet dans les semaines qui viennent. Et ce qui m'interroge, c'est quelle serait la 6e loi d'une certaine façon, puisque j'ai le sentiment que d'une manière, encore une fois, non précise, on va vers l'autorisation très encadrée a priori, du suicide assisté et de l'euthanasie, avec une observation que tous les observateurs peuvent faire aujourd'hui. Tous les pays qui nous ont précédés avaient des critères extrêmement stricts au départ. C'était effectivement des personnes atteintes d'une maladie grave avec un pronostic engagé. Puis progressivement, il y a eu une ouverture. À terme, j'allais dire, une ouverture qui fait que finalement les critères de médecine n'ont plus été respectés. Donc voilà, tous ces éléments m'interrogent. Vous craignez que ce soit la porte ouverte à finalement trop ouvrir le champ des personnes qui pourraient réclamer ce droit à mourir. Tel que le projet de loi a été présenté aujourd'hui, il est extrêmement rigoureux, extrêmement précis, et il tient compte effectivement de tous ces risques. Uniquement, on voit que la loi, c'est la norme. Donc, des gens seront amenés à demander des choses qu'elles n'auraient peut-être pas demandé s'il n'y avait pas la loi. Des médecins seront peut-être amenés, ou des soignants, à faire ce qu'ils feraient peut-être pas si la loi ne leur permettait pas, puisqu'il y a le côté normatif. J'ai l'impression que dès lors qu'on s'ouvre à cette possibilité pour le médecin d'être celui qui pose l'acte létal, donc qui tue la personne, les critères de minutie et de limitation vont être difficiles à maintenir. Pourquoi je le dis ? C'est parce que tous les pays qui nous ont précédés, pour différentes raisons, non pas par habituation, mais ne serait-ce qu'à titre de compassion et de justice,
Au nom de quoi, par exemple, et c'est un élément sensible dans cette loi, une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer, même qui aurait rédigé ses directives anticipées, qui ne serait plus en capacité de consentir, on peut se poser la question, pourquoi ? Parce que finalement, c'est aussi une personne malade qui a exprimé à un moment donné une volonté. Voilà. Donc, vous voyez, quand on rentrera dans la complexité, qu'on ouvrira un petit peu le moteur, on verra la complexité de l'application et de l'acceptabilité ensuite de la loi. Alors, on parle beaucoup en théorie, je voudrais bien qu'on parle aussi pratique, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne aussi en ligne Elisabeth, qui nous appelle de l'Hérault et qui est infirmière libérale. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. Ça, c'est un sujet, la fin de vie, auquel vous êtes très régulièrement confrontée. Confrontés, chez des gens jeunes, des pathologies très douloureuses, des handicaps suite à des accidents, des gens âgés qui ne souhaitent que mourir, dont le corps, une partie du corps lutte encore. Et c'est vrai qu'on a la chance de commencer à avoir des soins palliatifs à domicile, mais pas encore pour répondre suffisamment à tous. Et j'estime que ce n'est pas donner la mort, mais plutôt accompagner dignement quelqu'un quand il demande à mourir. Est-ce que c'est des demandes que vous entendez dans votre pratique au quotidien ? Oui. Et comment vous faites alors ? Déjà, alors, c'est un rapport au médecin. On a une chance d'avoir des réseaux autour de nous, notamment des HAD. Rapport à la famille aussi. Qu'est-ce que c'est les HAD ? Hospitalisation à domicile. Hospitalisation à domicile. Hospitalisation à domicile, oui, pardon. Qui peuvent, elles aussi, nous encadrer. Comme le disait votre interlocuteur, c'est important que ce soit cadré, légiféré, qu'il n'y ait pas de dérive. Néanmoins, je pense qu'il y a encore trop de gens qui souffrent trop longtemps. On sent que ça vous pèse, Elisabeth, parce que c'est votre métier pourtant, mais on sent que c'est un sujet qui vous touche profondément. Oui, bien sûr. Parce que quand on a suivi quelqu'un, moi, il m'est arrivé de suivre des gens pendant plus de 20 ans. Et je me sens mal faire mon travail que de ne pas pouvoir les accompagner et mourir dignement. Est-ce que je peux me permettre de faire une observation ? Je vais d'abord, Emmanuel Hirsch veut s'adresser à vous. Je voulais d'abord saluer l'engagement d'Elisabeth, à la fois comme professionnelle et puis comme membre de notre société qui n'abandonne pas, qui ne déserte pas. Il faut voir que beaucoup des personnes dans la maladie ont le sentiment d'un abandon, voire d'une mort sociale. Donc d'abord, félicitations aux soignants qui sont sur le front. Elisabeth a évoqué les réseaux de soins palliatifs, et c'est vrai que dans la loi, il est bien dit, on va avoir une politique qui va s'amplifier pour développer les soins palliatifs, mais d'ici 10 ans. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il faut légiférer aujourd'hui quand on n'aura pas le choix entre soins palliatifs et éventuellement aide active à mourir. Mais ce à quoi vous faites allusion, et figurez-vous que dans mon activité quotidienne, je suis quasiment constamment dans les EHPAD, c'est effectivement non pas la fin de vie, mais le long mourir. Et quelquefois le long mourir avec toutes sortes de troubles du comportement, d'affections, de ce reste neurologique, et le sentiment que trop loin c'est trop loin, et que tout ce à quoi on était attaché, les valeurs ont été attachées, tout ce qui nous était personnel est abrasé par une situation qui est vécue comme une imposture et on veut que ça s'arrête, voilà. Et je le ressens, et les professionnels en parlent. La vraie question, c'est comment, effectivement, face à la longévité, face à la maladie chronique, c'est-à-dire tout un ensemble de nouveaux défis, faire pour ne pas aller trop loin. Et rappelez-vous que, Elisabeth doit le savoir en tant que professionnelle, les réanimateurs ont été confrontés aussi à ces situations quand on leur reprochait d'aller trop loin. Ils ont mis en place la limitation à arrêt de traitement, qui a donné d'ailleurs par la suite la loi Leonetti de 2005. Donc je pense que la vraie question que vous posez, c'est comment prendre cette décision, si on doit prendre une décision, c'est-à-dire, et c'est intéressant dans le projet de loi de voir qu'effectivement il y aura des consultations où on anticipera, c'est-à-dire on planifiera avec la personne, comme dans les directives anticipées, ce qu'elle souhaite réellement. Mais vous parlez, pardon, je vous interromps, mais vous parlez de ces personnes âgées, et vous y faites également allusion, Elisabeth, qui mettent du temps à mourir, c'est horrible de le dire comme ça, mais qui en ont assez de la vie finalement. Elles ne rentrent pas dans le cadre de cette nouvelle loi, ces personnes-là en général. C'est là que moi je souhaiterais, mais je suis néophyte en matière de loi, que effectivement les directives anticipées, puisque maintenant on peut voir les choses grâce à ça d'assez loin, pour une personne qui commence, qui a un diagnostic posé, d'Alzheimer par exemple, quel est le droit en disant que je ne serai plus du tout connectée et en souffrance physique, je veux le droit à un accompagnement digne. Parce que moi j'ai eu des gens âgés,
tous les jours, 3 fois par jour, quels que soient les soins qu'on leur faisait, ils souffraient, ils hurlaient. Juste, voilà. C'est ça qui est terrible. La vraie question, Elisabeth, où on pourra discuter, j'allais dire en antenne, mais c'est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est la notion d'accompagnement? Et vous, votre présence, votre devoir d'abandon professionnel, comme vous le faites aujourd'hui sans la loi, c'est d'aller auprès de la personne et d'essayer de lui créer un confort de vie et de lui créer une qualité de vie pour lui permettre finalement de ne pas être uniquement en obsession de la demande que tout s'arrête. La vraie question aujourd'hui, c'est finalement le manque d'une culture des soins palliatifs. Je dis pas que ce soit la réponse à tout, mais ce que j'observe quand même sur le terrain, c'est quand vous êtes atteinte d'une maladie chronique sur un long terme ou de la vieillesse, vous vous dépeuplez, votre monde se dépeuple. Et finalement, vous avez l'impression aussi d'une indignité sociale. Vous avez le sentiment de ne plus exister. Et donc, je dirais que pour avancer, puisqu'on va avancer avec cette législation, il faudrait que nos solidarités sociales auprès des personnes vulnérables dans la maladie, dans le handicap et le grand âge, soient au rendez-vous. Et ce qui m'a manqué, pour dire d'un mot, c'est qu'il n'y ait pas une loi sur le droit à la vie aussi. C'est-à-dire que ces personnes ont le droit à une qualité de vie. Si au moment où ils constatent qu'on n'est plus en accord avec ce qu'ils souhaitent, la seule possibilité pour elles, ces personnes, c'est d'être délivrées. C'est effectivement ce que la loi va proposer, va présenter. Mais est-ce que ça sera par défaut ou est-ce que ça sera volontaire? Est-ce que pour les personnes vulnérables, elles seront de la même situation qu'une personne qui a un environnement et une qualité de vie? C'est des questions qu'on doit poser. C'est presque une question philosophique. Voilà. Un grand merci, Elisabeth, de nous avoir appelés et un grand bravo pour le travail que vous faites au quotidien et qui est si difficile. La question que je me pose, qu'on est nombreux à se poser, est-ce que finalement les soins palliatifs répondent forcément et totalement à la souffrance des malades en fin de vie? Je pense que la mission des soins palliatifs, c'est de montrer qu'on n'abandonne pas la personne à sa souffrance, à sa douleur, et qu'on essaie de déployer à la fois des soins de qualité, une qualité relationnelle qui donne du sens à l'existence de la personne. Mais si ça marche pas. Je vais tout à fait dans votre sens. Ça serait impensable de dire qu'à eux seuls, la démarche palliative peut répondre à des souffrances qui ne sont pas que physiques, qui sont aussi des souffrances existentielles, la peur de la déchéance, de la dépendance, ce que on vit au quotidien dans notre environnement, la peur aussi de la mort, c'est un élément à prendre en considération. Donc personne n'a dit que la réponse était les soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, la réponse, c'est comme Elisabeth, d'humain à humain, c'est-à-dire être présent et voir avec la personne qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le mieux ou le moins mal possible. Et donc, pour répondre précisément à votre question, quand vous êtes confronté à des souffrances insolubles, c'est un petit peu ce que dit Tolstoï dans La mort d'Ivan Illich, vous n'avez pas de réponse. Je ne suis pas certain, en tous les cas aujourd'hui, que la loi elle-même va apporter une réponse à ces questions. Elle apportera peut-être pour certains une issue, une solution, mais pour moi, elle est discutable. Et je termine sur ce point, pour moi, la vraie responsabilité de l'État aujourd'hui, c'est de permettre l'accès à des soins de qualité. Elisabeth est infirmière, elle est sur le terrain, on voit le statut et les conditions de travail des infirmières, leur capacité ou pas d'être disponible. Posons déjà ces questions majeures au moment où on va légiférer dans ce domaine. Un grand merci Emmanuel Hirsch, c'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait continuer à parler des heures. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale, merci d'avoir été dans le studio d'Europe 1 et vous êtes l'auteur du livre « Soigné par la mort, est-il encore un soin ?» aux éditions du Cerf. 19h45 sur Europe 1, je vous donne un rendez-vous demain, historiquement vôtre, de 15h à 16h. Stéphane Bern nous raconte les événements, les lieux, les personnages qui ont façonné l'histoire et vous saurez tout demain sur Christa Schröder, la secrétaire privée d'Hitler. Nous, dans un instant, on parle de ce tabou auquel le gouvernement pourrait s'attaquer, le licenciement des fonctionnaires.